ma grand-mère et mon grand-père maternel avaient une maison près d'Amboise, à Nazelles. Mon grand-père était peintre toulousain. Mon père, en 1930, a acheté cette maison dont je suis venu enfant. Dès mon enfance, j'ai aimé dessiner, comme beaucoup d'enfants, mais peut-être avec plus de ferveur, ou du moins la chose avait peut-être plus d'importance que pour les autres. Mes premiers souvenirs sont des souvenirs de moi-même en train de peindre, ou même de modeler. Aussi loin que je remonte, je me vois dessinant, je me vois avec de l'aquarelle, faisant des petites images et aussi peignant d'après nature, ce qui n'est pas tellement fréquent chez les enfants. Les parents jouent toujours un rôle dans la vie d'un enfant. Malheureusement, j'ai perdu ma mère, j'étais très jeune, j'avais 9 ans. Mon père s'est toujours intéressé à ce que je faisais. Quand j'étais enfant, il conservait mes dessins, mes peintures. Et quand j'étais adolescent, il mettait des petites estampes, mes petites gouaches que j'avais faites ou mes petites peintures à l'huile dans son bureau. Après le baccalauréat, j'ai tout de suite fait l'école des beaux-arts, mais dans la section architecture. J'étais très au courant des mouvements d'architecture, plus que des recherches de peinture. La peinture, personnellement, j'étais resté presque aux impressionnistes. Enfin, je connaissais naturellement les travaux de Matisse ou de Picasso, mais au tout début, quand j'avais 18-20 ans, je peignais encore d'une façon très traditionnelle. C'est en effet à 20 ans que brusquement, me mettant réellement à peindre et comprenant un peu les problèmes de la peinture, j'ai étudié Picasso, Matisse, et puis j'étais très intéressé naturellement par les recherches de Mondrian. Mais je trouvais que Mondrian n'était pas assez peintre. Enfin, c'était l'idée que j'avais à l'époque. Et je pensais qu'il fallait faire du Mondrian sensible. Je pensais que cette peinture-là, et celle de Kandinsky, que je connaissais mal d'ailleurs, qu'on connaissait mal, me semble-t-il, à ce moment-là, enfin du moins, peu d'expositions, je n'en avais pas vu, était la direction intéressante à suivre, celle de la peinture abstraite. Un jour, un marchand de tableaux, Georges Aubry, a vu mes toiles quand je sortais de l'école des Beaux-Arts, qui était sur ma bicyclette. Mes toiles étaient sur ma bicyclette, et il m'a demandé à les voir, je lui ai montré, il s'est intéressé, il les a montrés à Picasso, à Segonzac, à Othon Friès. Et ils m'ont tous encouragé. Mais j'ai continué quand même à finir et à terminer les sections architecture à l'école des Beaux-Arts. Et au lieu d'aller négrifier dans les agences, je peignais, je vendais mes tableaux, et finalement j'ai fait plus que ça, tout en continuant, et encore aujourd'hui, à être intéressé par l'architecture.
Ici, c'est mon atelier. C'est une ancienne orangerie que j'ai transformée en atelier. La lumière est bonne, surtout près des fenêtres, naturellement, mais je trouve assez beau ces piliers et il y a pas mal de place. Je travaille donc près du jour, à l'entrée, ou même quelquefois, je tire les toiles à l'extérieur, car comme j'ai souvent dit, j'aime mieux peindre à l'extérieur. Et c'est entre Tours et Amboise? Entre Tours et Amboise. Ah ouais. À côté d'Amboise, à côté du Clos Lucé où habitait Léonard de Vinci. Il y a quelque chose dans ta peinture qui rappelle Léonard de Vinci, ou tout au moins Amboise, non? C'est-à-dire que très souvent, je vais au bord de la Loire et je me place non loin d'Amboise où je vois le château, où je vois même la chapelle où est enterré Léonard. Je ne sais pas pourquoi, en effet, dans la plupart de mes tableaux, je fais un signe. C'est quelque chose qui vient du ciel, on peut dire qu'il y remonte, et on peut dire donc qu'il y aurait un rapport entre ce signe et la flèche de la chapelle de Léonard de Vinci. Au fond, toute flèche qui monte vers le ciel peut être considérée aussi comme un geste du ciel vers la terre en même temps, et c'est ce que je fais dans mes toiles. C'est peut-être l'origine d'ailleurs de ce trace que je fais toujours, ou du moins très souvent dans mes tableaux. Je fais très souvent une trace en haut. Mais j'ai également fait des compositions avec une série de taches en bas. Je fais aussi des compositions avec des traces au milieu de la toile. Est-ce qu'il y a une couleur que tu privilégies? Dans les couleurs, je ne sais pas si je privilégie une couleur. Je crois que j'aimerais justement pouvoir m'exprimer dans presque toutes les gammes de couleurs. Souvent, au bord de la Loire, je reviens au bleu. J'ai fait des bleus pâles. Et justement, par rapport aux toiles d'Yves Klein, aux peintures d'Yves Klein, qui sont des bleus systématiques, j'essaye d'avoir des bleus nuancés, de différentes qualités, suivant, en fait, des différentes sensations de la vie, de la journée même. Mais aussi, il y a les ocres, l'ocre des sables et l'ocre lui-même, puis les couleurs jaunes, dorées, rouges d'automne. En fait, dans chaque gamme, peut-être est-ce que j'ai des tons privilégiés, mais j'aimerais m'exprimer avec le rouge, avec le jaune, avec le vert, avec le bleu. Je choisis, ou du moins je reviens toujours avec le rouge, ce serait le rouge vermillon que j'aime le mieux. Les jaunes citrons, les jaunes me plaisent plus, mais au fond, il y a aussi les jaunes dorés. Enfin, il n'y a pas réellement de préférence. Pas d'affection particulière. C'est-à-dire que dans chaque ton, il semble que j'ai une affection particulière, que je retrouve, que j'ai toujours retrouvée au cours de ma vie. Mais je pense qu'il faut d'ailleurs s'exprimer aussi bien avec le rouge qu'avec le bleu, qu'avec le jaune. Il n'y a pas de loi immuable, tout change. Et la notion du beau varie en fait suivant la culture générale, suivant la disposition d'esprit que l'on a. Une chose qui paraît belle à une époque ne paraît plus belle. Par exemple, je suis frappé du fait que Delacroix n'aimait pas Giotto. Il ne comprenait pas, il aimait Rubens et il n'aimait pas les primitifs italiens. Particulièrement, il ne comprenait pas. En fait, il y a des périodes de la vie où l'on recherche quelque chose et des résonances avec le passé. Par exemple, il est sûr que dans la fin du 19e, on ne comprenait pas bien l'art grec primitif. On aimait l'art grec classique et le classique italien. Et maintenant, on revient aux choses primitives. De sorte que la notion du beau varie et chaque génération apporte sa formule. C'est ça qui est intéressant. Et ma génération cherche une tendance, certainement, mais encore une fois, même suivant les pays, alors, l'objectif est différent. On a une tendance germanique qui s'oppose à cette tendance française qui, malheureusement, maintenant, est moins bien vue. Autant la France et ses goûts étaient estimés au début du 19e et même encore au milieu du 19e, autant maintenant elle est décriée. C'est la brutalité germanique que l'on prône. On ne comprend pas cette douceur, on ne l'accepte pas, on la croit hors d'époque. Et ça, c'est quelque chose que je regrette. Oui, mais la brutalité fait partie de la vie.
Donc c'est une façon, une forme d'expression. Tout est bon, mais la douceur aussi fait partie de la vie autant que la brutalité. Et je crois donc qu'il est regrettable que cette façon subtile qu'ont les Français de considérer l'existence et l'art ne soit plus prisée. L'humanité a besoin de schémas trop forts, trop simples, trop en fait primaires, à mon avis. Bon, je suis allé voir la toile en bas. J'espère que le jus a bien coulé comme il faut. C'est toujours très difficile de savoir comment ça va sécher. La peinture est très précise et j'espère être arrivé. Comment je fais pour réaliser ces grandes œuvres? En fait, ça dépend des cas et des moments. En ce moment même, je m'aide en accrochant la toile à des palans qui font que je peux la bouger et justement dominer en quelque sorte le poids et la grandeur de la toile parce qu'avec aisance, je la manipule comme une petite toile et je peux faire couler le jus des couleurs qui du coup sont des mouvements naturels mais que je domine et que j'interprète comme s'ils étaient le prolongement de mon geste, justement. Parce que mon geste, le geste du bras, même le geste du corps, risque, dans une dimension qui est là de presque 9 mètres, 10 mètres, se perdre en efficacité et en force. Alors aussi, par le fait que je puis aisément bouger la toile, eh bien, me redonne en fait une domination sur celle-ci. En fait, c'est un besoin que j'ai toujours eu de faire des toiles très grandes, car dès 1946, j'avais peint une grande toile de 8 mètres. Je pense que j'ai l'impression que cette peinture dite abstraite s'épanouit mieux dans les grands formats. J'ai l'impression que ce rapport physique avec une grande surface s'oppose justement à la notion abstraite de la peinture qui peut paraître justement indirecte par son analyse. Et justement, que le corps entier participe, le fait que cette transposition devienne comme un paysage et par la dimension soit en fait comme la nature elle-même, vous entourant, vous dominant. C'est le principal tableau de l'expo. Attention à ne pas marcher sur les morceaux de toile qui pendent. C'est là vous tombez. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Alors il faut faire un jus. Voilà. Donc, on revient devant. Voilà. Non, mais c'était trop grand pour moi. C'était trop grand. Quand j'ai fait cette maison-là, c'est beaucoup plus. On en était quand même 10 dans la maison. Ça correspondait. Bon, maintenant, il y a 7 ans.
lumière est forte, hein? Il y avait plusieurs solutions pour cette exposition, et là on a choisi l'idée de placer des très grandes toiles sur le mur, mais qu'il reste des tableaux, alors que j'aurais pensé peut-être occuper l'espace en des formes qui soient dégagées au fond justement des plans. Alors je reste dans une formule très classique. Les toiles que j'ai peintes, évidemment, elles sont toujours peintes dans une certaine lumière. Ici, elles deviennent autre chose. Et surtout, la difficulté est comme elles sont très opposées les unes aux autres, j'espère que quand même le spectateur aura profité de chaque œuvre séparément parce qu'en fait, elles sont tout de même assez différentes. L'idée qui m'a préoccupé est toujours une structuration d'espace. Au lieu de peut-être de développer la même formule ou de développer la même gamme de couleurs, j'ai cherché des gammes très différentes et des structurations d'espace très différentes. J'espère que l'on se rend compte que la préoccupation principale est une formule de structuration, mais qui soit adaptée à notre époque et non pas, comme certains le font, de reprendre des structures dépassées que chacun comprend et que chacun croit être la réalité présente. Il y a un phénomène de distance, c'est-à-dire que je souhaite quelquefois qu'on se rapproche suffisamment de la toile pour que justement la couleur vous envahisse et vous domine. Si l'on est trop loin, alors la couleur n'a plus la possibilité d'agir directement sur vous, et surtout pour la toile rouge, je souhaite qu'on ne soit pas trop près. Il y a une juste distance où on mesure la grande taille de la toile et en même temps où la couleur peut agir. Si l'on est trop loin, la couleur ne peut plus avoir son intensité nécessaire. L'intérêt d'une exposition est que le peintre peut réfléchir grâce à une exposition sur son œuvre plus que lorsqu'il est dans l'atelier ou plongé dans sa propre peinture, dans son propre idée, il a moins la possibilité d'avoir la distance à l'égard de son œuvre. Là, on peut venir comme si on était soi-même un étranger. Je laisse quelquefois des toiles inachevées, ou même lorsque je les crois achevées au moment même où je les ai abandonnées, il m'arrive de les reprendre, en général aux mêmes saisons. Aux mêmes saisons, puisque si j'ai choisi telle couleur, le jaune ou le doré d'automne, ou au contraire le vert du printemps, je les reprends dans les mêmes saisons. Mais il peut m'arriver de changer, finalement, de me servir de la forme, de la sensation et finalement de changer de gamme de couleurs, donc de passer d'une toile que j'ai faite à l'automne, de la retransformer l'hiver ou le printemps. Au fond, il n'y a pas de loi, c'est suivant la sensation que j'ai en regardant ma peinture que je peux l'améliorer. Après tout, si la sensation que j'ai eue disparaît pour le profit d'une autre sensation, qu'est-ce que ça peut faire ? Quand est-ce qu'une toile est vraiment terminée? C'est Braque qui disait qu'en fait, il est très difficile de s'arrêter. Et quand une toile est terminée, c'est quand véritablement on a la sensation qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais encore une fois, il arrive que l'on ait l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin, mais qu'une heure, un jour, un an après, on pense qu'on peut aller plus loin. Alors, ou bien on va plus loin sur la même toile, ou bien justement, on en prend une autre, parce qu'en fait, et Bazin l'a dit, je crois, quand le premier geste disparaît complètement, au fond, c'est une autre toile qu'on commence. En fait, puisque, en réalité, une toile s'élabore du premier geste au dernier geste.
Les anciens élèves, j'en ai gardé quelques-uns de très intimes qui continuent à venir, nous formons comme une famille, ils viennent m'aider, je suis leur travail. Ils viennent m'aider à la fois par leur critique, par l'opinion qu'ils ont de ce que je fais, de la façon dont j'évolue, exactement comme autrefois c'était moi qui leur disais comment je pensais qu'ils se dirigeaient eux-mêmes dans leur art. Ils me le disent et puis ils m'aident aussi quelquefois même matériellement, puisque quand on fait des très grandes toiles ou des grands projets comme les rideaux, j'ai travaillé avec Marc Bonnet, Alberto Conte et Sadi Swami ensemble, fait le rideau du Français, le rideau d'Hong Kong, une toile pour la mairie de Boulogne. Nous travaillons ensemble souvent et c'est presque une œuvre commune. Le rideau de la Comédie Française a été à la fois un plaisir, à la fois une angoisse, à la fois une joie et une terreur. C'était un travail qui a duré plusieurs mois. Nous sommes installés dans un hangar du Bourget, à faire d'ailleurs finalement 2 rideaux, parce qu'il y a le rideau de Seine et le rideau de fer. Bon, le rideau de Hong Kong a été plus rapidement fait. J'avais moins de temps et ayant l'habitude donc de ces grandes surfaces, mes amis aussi avaient l'habitude de la technique, de tendre la toile, de l'encoller. Nous avons été beaucoup plus rapides. La direction des 2 peintures était tout à fait différente, puisqu'il s'agissait dans le premier cas de s'inscrire dans une salle classique au milieu de Paris. Dans l'autre, au contraire, c'était l'Extrême-Orient. Alors, j'ai choisi des tons différents. L'un était dominante rouge, l'autre à dominante jaune, la couleur des anciens empereurs de Chine. Et puis, l'un était l'espace encore une fois, très classique, très rythmé, très symétrique du français. Au contraire, j'allais avec le rideau de Hong Kong dans le sens de la calligraphie extrême-orientale, dans le sens du geste, et en même temps d'ailleurs les 2 rideaux n'avaient pas les mêmes dimensions. L'un était vertical, en hauteur, celui du français avec le lambrequin, l'autre au contraire était en largeur. Alors c'est donc 2 espaces différents. J'aurais pu aller aux États-Unis, c'est sûr que je pouvais à une époque de ma vie, puisque j'ai eu en 1957 un contrat avec la Galerie Knoedler qui m'achetait des tableaux. J'avais la possibilité de vivre à New York. Je pensais finalement pouvoir, en travaillant à Paris, aller fréquemment là-bas. Je n'y suis pas allé suffisamment. J'aurais pu y rester. J'ai regretté en effet de ne pas y être resté davantage. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas cette rupture entre l'école américaine et l'Europe, et en tous les cas la France. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas cette exaspération nationale qui est venue par la suite. Les Américains ouvraient les bras à l'Europe, et particulièrement à tout ce qui était français.
brusquement, le vent a tourné dès les premières années 60. Et là, alors, le fait de ne pas vivre en Amérique a fait que les Américains nous ont rejetés systématiquement, d'une hostilité suffocante, stupide d'ailleurs, mais efficace pour eux. Donc, ils ont pensé qu'il n'y avait plus de peintres en Europe, plus de peintres en France, et ce qu'on y faisait n'avait pas d'intérêt. Non seulement ils l'ont dit, mais ils en ont convaincu les autres. Les Français, stupidement, ont fait mea culpa en disant « nous ne sommes pas intéressés à la peinture américaine ». Mais c'est encore une analyse absurde. En fait, les Américains ne s'intéressaient pas à leur propre peinture, quant aux Français, ils ne s'intéressent jamais à la peinture, il faut le dire. Alors, pas plus un Américain qu'un Français, pas plus de Ned ou de San Francisco n'intéressait vraiment la bourgeoisie française. Malheureusement, le succès des impressionnistes, le succès des fauves, le succès des cubistes a été fait par les autres, par les Américains, par les Allemands avant Hitler, mais pas par les Français. Les Français ont suivi. Alors le drame à l'heure actuelle, qui change peut-être un petit peu, c'est que comme jusqu'à présent la peinture française était merveilleusement reconnue et soutenue dans le monde grâce aux autres, maintenant que chacun défend ses propres peintres et que justement les Français sont encore maintenant mal vus, les peintres français encore maintenant mal vus, le peintre français est dans une très mauvaise situation. Enfin, les choses s'améliorent légèrement. Les jeunes générations commencent à s'intéresser davantage à la peinture. Je trouve que c'est tout à fait désolant de juger la peinture américaine, la peinture allemande, la peinture italienne, enfin, j'avais trouvé stupide, mais je dois dire, je ne suis jamais d'accord avec les conservateurs. Ces expositions qu'on a cru intelligent d'organiser Paris-New York, Paris-Moscou, Paris-Paris, c'est une tellement stupide direction de la peinture ici qu'on ne viendrait pas à l'idée de dire venez écouter de la peinture autrichienne quand on joue du Mozart, enfin, ou même venez écouter de la peinture allemande quand on vous joue du Bach. Enfin, c'est une mentalité absurde, nocive, et dont on se gargarise à l'heure actuelle. Je crois qu'il faut faire l'inverse, il faut justement dire que la peinture est quelque chose d'universel. Bon, prendre des thèmes sur la couleur, sur la forme, mais surtout bannir tout nationalisme. C'est une preuve d'une intellectualité dégénérée, qui est souvent le cas de beaucoup de conservateurs. J'ai personnellement connu très bien Bernard Noël, Francis Ponge, Edmond Jabès. Je crois qu'il est très nécessaire pour les peintres, et j'avais d'ailleurs le souvenir de Picasso, d'avoir autour d'eux et avec eux et près d'eux des amis écrivains, des amis peintres, des amis écrivains ou poètes. Je crois que c'est une chose qui est utile parce que cela permet par l'analogie d'ailleurs avec la poésie, de comprendre sa propre peinture, et par les rencontres qu'il y a entre un écrivain et un peintre, il y a une possibilité d'enrichissement. Le poète et l'écrivain, en fait, sont des hommes qui sont finalement plus intellectuellement doués que les peintres, et donc ils ont peut-être une capacité de préciser de façon plus claire et avec les mots certains concepts.
Une des choses importantes, évidemment, est dans la peinture, le signe. C'est le fait de notre génération. L'aboutissant, la conclusion, ou du moins la continuation des recherches de cubistes et des déformations expressionnistes de Picasso, aboutit en fait par la structure même qu'il utilisait à un langage qui semblait s'épanouir de lui-même sans justement un élément descriptif ou du moins une description plus complexe, plus abstraite justement. Et là donc se développait ce que l'on appelle le signe. Et notre génération était celle du signe. Et j'ai été passionné naturellement par l'étude et de la formation et de la compréhension, de la signification des signes. La plupart des peintres, peut-être avec raison, n'ont pas cherché à se pencher sur ce problème. Ils prétendent, à juste titre, que finalement le signe n'a le sens que dans la mesure où il est vraiment vécu, où c'est une émotion, donc laissant l'inconscient agir, sans chercher à savoir quelle déformation du signe avait telle signification. J'ai éprouvé le besoin, oui, d'analyser, de trouver le rapport qu'il pouvait y avoir entre la forme d'un signe et sa signification. Alors, schématiquement, finalement, j'ai un des éléments les plus simples, fait que la verticalité m'a paru le signe de l'homme, justement, et l'horizontalité, le signe du paysage. C'était une des schématisations les plus simples, parce que les plus puériles, mais en fait que j'ai toujours exploité, en fin de compte, le signe vertical étant toujours celui de l'homme, alors qu'un homme peut être couché, c'est évident, et un paysage peut avoir quelque aspect vertical, mais malgré tout, donc, schématiquement, la verticalité était pour moi un signifiant de l'homme et l'horizontalité, celui du paysage. Je peins beaucoup mieux à l'extérieur. Je peins mieux à l'extérieur parce que en fait, c'est une question de lumière. Je trouve que la lumière extérieure est toujours meilleure. Et j'aime la lumière, j'ai besoin de la lumière. Et finalement, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je peins à l'extérieur. L'autre raison est aussi d'être dans la nature. En étant dans la nature, je suis en contact avec l'univers, avec la vie naturelle. Et je ne suis pas artificiel, je ne suis pas un être volontaire qui résout un problème, mais quelqu'un qui vit, qui sent, qui respire dans la nature de façon naturelle, et ma peinture alors acquiert quelque chose ou est quelque chose de naturel. Mais je peux, malgré tout, une fois cette sensation vraiment ressentie, entrer dans l'atelier, je peux aussi continuer, même le lendemain, sans sortir dans l'atelier. Mais il n'y a pas de doute que j'ai un besoin physique d'être dans la réalité extérieure. Lorsqu'on pense à la notion d'espace, encore de nos jours, c'est l'espace perspectif qui se structure en nous lorsque l'on imagine, lorsqu'on prononce le mot espace. Et en fait, avant, je pense que l'espace n'était pas réellement défini. Le mysticisme de l'époque du Moyen-Âge le voyait à deux dimensions pour la Terre et l'autre dimension, le Fondadoro des Italiens, c'était l'autre monde. Quant à l'Antiquité, elle avait la conscience des volumes, mais elle n'avait pas cette structuration réelle de l'espace. D'ailleurs, dans les peintures de Pompéi, on voit que les espaces perspectifs normaux ou perspectifs inversés sont mêlés. En fait, donc, cette notion d'espace, cette structuration de l'espace qui s'oppose au principe du temps dans ce système perspectif, est celui de la Renaissance, mais qui s'est trouvé peu à peu détruit dès la fin de l'époque classique, dès le XVIIIe, dès les peintres romantiques, et alors naturellement complètement évanouis par les impressionnistes qui ont structuré déjà par le geste. Mais on voyait déjà
dans Velázquez, on voyait déjà dans Rembrandt, par l'introduction de leurs gestes, une nouvelle structure, alors qu'ils construisaient naturellement leur œuvre dans le système perspectif. De sorte que la destruction de l'espace perspectif, c'est comme toute chose. À peine né a commencé sa décadence, et maintenant donc nous construisons autre chose, nettement, une nouvelle définition. Mais cette définition que les peintres construisent n'est pas claire aux yeux des autres. De là d'ailleurs je pense que les villes qui sont souvent structurées par l'image des peintres, en ce moment, sont complètement incohérentes. Parce qu'au fond, la notion nouvelle, la nouvelle structuration de l'espace n'est pas claire. Notre but est de le rendre clair. Pourquoi est-ce que je peins ? Je ne le sais plus, j'ai l'impression que je l'ai toujours fait depuis ma toute enfance. C'est un besoin, une nécessité comme de respirer. Je peins, je dessine, c'est ma façon d'être en fait. Il est certain que c'est comme une drogue, donc on est libéré de l'angoisse par la peinture. On est libéré de l'angoisse. Et en même temps, on plonge dans une autre angoisse qui est celle de l'insatisfaction que l'on a de résoudre les problèmes de peintre. L'insatisfaction que l'on a de l'œuvre que l'on crée. Mais il est sûr que c'est une façon peut-être de lutter contre la mort, en fait, de se surpasser. C'est une façon, donc, de déplacer le problème d'un problème d'angoisse de la vie à un problème d'angoisse de la peinture. Comment je pratique est difficile à définir parce qu'il faut que je m'analyse moi-même. Ce que j'ai souvent dit, c'est qu'il fallait réellement une émotion vraie. C'est pourquoi je pars d'une sensation, et comme je suis peintre, d'une sensation visuelle, parce que j'ai la pression que là, j'exprime quelque chose que je ressens, et ce n'est donc pas une démonstration. C'est donc cette nécessité-là qui me guide, celle d'exprimer vraiment ce que je suis en train de ressentir. Alors la méthode elle-même, je ne sais pas si je fais le vide, je ne le crois pas. J'ai une certaine conception de la structure de l'espace, qui fait qu'il y a des parties vides entre des pôles d'attraction. Mais en moi-même, j'élimine tout ce qui n'est pas l'émotion, tout ce qui n'est pas la recherche de l'image, tout ce qui n'est pas l'image elle-même. En effet, j'élimine en moi-même, mais je le fais d'instinct, par un désir absolu d'aller tout de suite à la profondeur. Mais encore une fois, ce n'est pas un besoin, un désir, une volonté systématique de faire le vide. Je pense que la Renaissance, en fait, est la vraie révolution qu'a connue l'Occident depuis le début du christianisme. C'est la révolution. Ce qu'on appelle communément révolution sont les conséquences sociales de cette révolution qu'était la Renaissance, c'est-à-dire cette prise de conscience de l'homme, où l'homme prenait possession de ses sens, prenait possession de la terre,
on s'apercevait de sa rotondité, Galilée est fondamental. Et ce mouvement est celui qui se termine de nos jours, cette formulation de l'humanisme qui est née à ce moment-là, auquel l'art, la conception que nous avons de l'art, se termine de nos jours. Quelque chose de nouveau va naître, je pense une nouvelle spiritualité. Mais nous vivons les dernières années de l'humanisme. Et là, la tendance, en fait, permet la naissance et la conscience d'une nouvelle spiritualité qui va naître.